Bonjour. Alors, nous abordons aujourd'hui une autre problématique, non pas la problématique du marché comme régulateur de la société, mais la problématique de l'institution socioculturelle comme paradigme explicatif du fonctionnement des sociétés. Il y a un contexte à ce débat. D'abord, tout l'apport de l'ethnologie et de l'anthropologie culturelle. Il y a également l'apport de la préhistoire, c'est-à-dire la corrélation entre la sédentarisation dans l'histoire de l'humanité et l'ordre sacral qui correspondait à cette évolution initiale. Et puis il y a les controverses sur le concept de rationalité. On passe du paradigme de la rationalité à celui de l'irrationalité. Cette vision nouvelle a été quasiment inaugurée par Max Weber, qui interpelle la rationalité formelle. Ça renvoie aux travaux de Crozier, sociologie du travail. Ça renvoie également à Maurice Godelier, qui renouvelle en quelque sorte l'approche marxiste. Et Marx lui-même avait insisté sur les apories du capitalisme, sur les contradictions du capitalisme. Alors il y a quelques illustrations sur les sociétés antiques ou les sociétés archaïques, y compris également les sociétés contemporaines. Alors je rappelle rapidement les théories de l'échange, du don et du contre-don, qui ont été problématisées par Marcel Mauss à partir du concept de potlatch, un terme qu'on retrouve en Colombie-Britannique, qui ont été révélés par les ethnologues anglo-saxons, comme Radcliffe Brown et d'autres. Autrement dit, l'existence de groupes primitifs, ou dits primitifs, qui échangeaient des biens, mais sans qu'il y ait l'ombre d'un calcul économique pour savoir si cet échange est égal ou inégal, parce que l'égalité de cet échange renvoie à un algorithme de mesure qui ne fonctionnait pas. On peut échanger des objets qui ne sont pas de nature identique. On peut changer, je peux vous payer par ma baraka contre une quantité de semoule. On peut échanger bien matériel contre bien immatériel. Donc on est ici vraiment dans l'ordre de l'irrationalité. Il y a également les problématiques qui vont illustrer sur les sociétés archaïques, mais aussi sur les sociétés contemporaines, ces questions. Je parlais du potlatch, mais cette notion de potlatch, elle a été relayée par d'autres auteurs, de multiples auteurs, au cours du milieu du XXe siècle, notamment, pour montrer que cette notion de potlatch, de don et de contre-don, ne relève pas seulement de l'économie primitive, ou des sociétés primitives, mais on le retrouve également dans le monde contemporain, sous des formes diverses. Par exemple, chez nous, il y avait
une institution qu'on retrouvait lors des mariages. Maintenant, c'est terminé tout ça. Vous vous souvenez peut-être de l'époque où, lorsqu'il y avait un mariage et qu'on invitait un orchestre, il y avait Tbriha. Hein. Alors, le préposé à la Tbriha, voilà, donc, disait Hadi min and Flan, Sultan, etc., etc. Et puis il faisait une petite allusion à quelqu'un, son petit ami ou son ennemi, parce que très souvent il peut être l'un et l'autre à la fois, une espèce de petite provocation. La personne impliquée ou interpellée va à son tour surenchérir. Lui, il va donner un peu plus, etc. Alors qu'il y a une espèce de surenchère de la Tbriha qui constituait un peu la somme globale qui va être donnée à la troupe du mariage. Moi, je me souviens de cette époque. Bon, là, évidemment, elle n'existe plus aujourd'hui. Ben, c'est une forme d'échange. Ça veut dire que dans l'échange, il n'y a pas seulement un problème d'échange au sens simple, mais il y a une sorte de surenchère. Il y a toujours une situation où vous êtes, à un moment donné, créancier ou débiteur. Vous êtes ou créancier ou débiteur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes créancier, pour que le débiteur se libère de sa dette à votre égard, il faut qu'il surenchérisse. À ce moment-là, c'est lui qui devient créancier, c'est vous qui êtes débiteur. Nous verrons tout à l'heure avec la théorie sur l'économie primitive que, contrairement au concept de réciprocité, il y a toujours à l'instant T une certaine forme d'inégalité. Il y a toujours un créancier et un débiteur, jusqu'à ce que le débiteur renvoie la balle. Donc il y a réciprocité sur la longue durée, mais sur le temps présent, sur l'instant T X, il y a toujours des situations d'inégalité. Cette notion d'échange, de contre-échange, dans la mesure, comme je le disais, c'est une chose qui a traversé la planète, hier comme aujourd'hui. Nous pouvons la retrouver dans des contextes très différents, en dehors de l'exemple que je viens de donner. Il y a ce qu'on appelle la Twiza, d'ailleurs. Émile Durkheim a parlé de la Twiza qui existe au Maghreb, hein, dans les pays africains, dans le champ d'échange. Aujourd'hui, c'est moi qui prête assistance à mon voisin pour les moissons, pour les travaux des champs, et demain, à charge de revanche. Il y a toujours une espèce de réciprocité dans l'échange. On peut citer d'autres exemples. Par exemple, dans le Japon traditionnel, dans le Japon rural, il y avait une institution qu'on appelait le jiri, G-I-R-I. Quand quelqu'un va se marier dans le village, les membres de la communauté locale vont l'aider. Alors le charpentier va s'occuper de la charpente de sa maison, le menuisier va s'occuper de la prestation pour lui faire le travail de menuiserie, etc., etc. À charge de revanche, puisqu'il sait qu'il doit prêter assistance à son voisin qui, plus tard, va se marier à son tour, etc. Donc nous sommes toujours dans cette espèce d'échange qui défie les lois du marché. On n'est pas dans les règles de la rationalité économique classique. Claude Lévi-Strauss, en commentant un ouvrage de Marcel Mauss, dans l'introduction, il va jusqu'à donner des exemples parisiens, des exemples de contemporains. Il raconte l'histoire d'une personne qui rentre dans un bistrot à Paris et qui va aller au comptoir. Il y a deux personnes à côté de lui qu'il ne connaît pas. Ils sont en train de voir un match. C'est un match qui est livré par l'équipe de France contre une équipe étrangère. Évidemment, pour peu qu'on aime un peu le foot, et même si on n'aime pas le foot, il y a une espèce de solidarité qui s'exprime. Et puis voilà que le nouvel arrivant discute avec les deux autres. Et puis voilà que, dans le feu de la passion du foot et de la discussion, il va payer une bière aux deux autres.
Et évidemment, puisqu'il a payé une bière, chacun des deux autres va payer à son tour sa tournée. Donc chacun aura pris 3 bières pendant le match. Et il explique que si chacun était seul, il aurait pris 3 bières et il aurait payé 3 bières. Et là, c'est la même chose. C'est un jeu à somme nulle. Et pourtant, il s'est passé quelque chose qui ne peut pas s'expliquer de façon mathématique. C'est ça l'échange, donc qui s'exprime sous des formes diverses, y compris sous des formes contemporaines. Cette problématique de l'irrationalité, on peut la recenser dans des contextes très différents. Je voudrais, si vous permettez, aller encore dans l'anecdote. Non pas parce que j'adore les anecdotes, mais parce qu'elles sont illustratives. Très souvent, les anecdotes sur des choses simples et concrètes peuvent nous faire comprendre des choses plus complexes, plus théoriques. C'était au milieu des années 70, j'ai fréquenté une plage qui s'appelle Sidna Yusha, au nord de Nedroma. Et au début du week-end, avant de partir à la plage, ma famille et ma belle famille m'ont demandé d'acheter des amandes. Alors, dans la région de Nedroma, il y a beaucoup d'amandes. Et en principe, ça coûte moins cher que dans les épiceries de la cité. Alors, il fallait acheter une certaine quantité d'amandes, parce que c'était la veille de l'Etzre. Je m'arrête à Nedroma, mais il y avait un marché, et il y avait un bonhomme avec un sac d'une dizaine de kilos. Il y avait quelques personnes autour. Je m'adresse à ce marchand d'amandes pour lui demander combien. Juste à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui venait vers nous, avec un sombrero un peu comme les Mexicains, là. Il arrive. Donc, il ne répond pas à ma question parce qu'il y avait l'autre qui est arrivé, qu'il connaissait. Salam alaikum, etc. Shal. Alors, au lieu de lui répondre sur le prix, il commence à lui raconter sa vie. Ah, on dit, si Mohamed, تعرف المرأة مرضت لي وهذيك البقيرة ماتت, etc. Alors, moi, j'étais un petit peu stupéfait. Je dis, mais quel rapport entre le prix des amandes et l'histoire de sa femme et de sa vache? Bon, au bout d'un certain temps, il revient au prix. Et il va lui vendre cette quantité d'amandes à un prix nettement inférieur au prix que je prévoyais moi-même, étant donné que j'avais une idée du prix sur le marché de Tlemcen. Donc, si je pouvais l'obtenir à un prix inférieur lambda, c'était bon. Et qu'est-ce que j'ai réagi de manière complètement idiote. Je me suis dit, vraiment, ce marchand, il est bête, il ne sait pas vendre. Et je suis parti avec cette intuition. À la fin du week-end, je reviens à Nedroma, où je me suis arrêté chez le boucher pour acheter un peu de viande, un boucher que je connaissais. Vous savez, c'est un peu comme dans les films western. Hein. Chacun est au courant de ce qui se passe à côté ou devant lui. Lequel boucher avait assisté à la scène. Je lui ai raconté ma petite mésaventure. Vous vous rendez compte? Il me dit, mais vous n'avez rien compris, monsieur. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Il m'a dit, je ne veux pas citer. Hein. Il vient de tel patelin, de tel douar. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait beaucoup de harkas qui se sont intégrés, enfin qui ont été recrutés dans l'armée française. Celui qui est venu acheter, il vient d'Ashra al-Falaniya, où il y avait plutôt prépondérance des moudjahidines, des gens qui sont allés au Maquis. Or, il se trouve qu'entre les deux villages, il y a eu des échanges matrimoniaux depuis des siècles. Ce qui complique un peu le tableau. Autrement dit, quand il est venu acheter les amandes, il n'est pas venu en tant qu'acquéreur, en tant qu'acheteur, il est venu en portant symboliquement ce qu'il représentait par rapport à l'histoire toute récente. Et il ne pouvait pas ne pas tenir compte de cette donnée.
il y avait, autrement dit, chez le vendeur, une dette morale qu'il prenait sur lui, parce qu'il représentait son village, et qu'il ne pouvait pas lui vendre ce produit au prix du marché. Et cette dette morale, elle ne se justifie pas, elle ne s'écrit pas, elle ne se dit pas, elle est implicite. Et je me suis rendu compte que cette notion d'échange et de don et de contre-don, elle fonctionne à tous les stades de l'existence humaine, que ce soit le marchand d'amandes ou l'histoire du bistrot parisien ou de quelque autre événement. On peut recenser ainsi des centaines et des centaines d'anecdotes qui montrent que cette notion d'échange qui fonctionne sur un principe d'irrationalité par rapport aux règles du marché est un phénomène qui n'est pas seulement celui du passé lointain, mais c'est quelque chose qui peut exister dans le monde contemporain. Et j'irai même plus loin, ce phénomène d'irrationalité qui défie la loi du marché peut exister à l'échelle de la géopolitique internationale. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Il y a eu intervention de l'armée américaine à laquelle s'est joint l'armée française sous Mitterrand pour régler le compte à Saddam Hussein qui venait de franchir la frontière du Koweït, parce qu'il a pénétré dans le Koweït, etc. Donc on voulait défendre le Koweït, qui était un pays ami des Occidentaux à l'époque, et après que la guerre eut été terminée, on assiste à un phénomène assez curieux. La reconstruction du Koweït a été faite grâce à l'intervention américaine. Ce sont les multinationales américaines, les entreprises américaines qui ont contribué à la reconstruction du Koweït, y compris sous la forme de traités commerciaux, qu'il s'agisse d'achat de voitures ou d'autres objets. Alors que dans le domaine de l'électronique, par exemple, le marché japonais était beaucoup plus concurrentiel que le marché américain. Vous savez que depuis la fin de la guerre froide, depuis la destruction du mur de Berlin en 1989, ce rapport binaire Est-Ouest va prendre fin, tout au moins provisoirement. Et à l'époque, les États-Unis se sont retrouvés un petit peu piégés, parce que autant cet antagonisme Est-Ouest va réguler des formes d'échange sur la base de la politique du meilleur client, c'est-à-dire on ne commerçait pas avec les pays de l'Est parce que c'était les pays ennemis, autant depuis que le mur de Berlin a été détruit, on estimait que l'Europe de l'Est, notamment l'ex-Union soviétique devenant la Russie, elle rentre dans la banalisation de l'espace marchand. Eh bien, les États-Unis n'avaient pas le privilège de la compétitivité sur un certain nombre de produits. Encore une fois, le Japon était beaucoup plus performant sur le rapport qualité-prix concernant certains produits, notamment les produits électroniques, le secteur automobile, etc. Or, il se trouve que, paradoxalement, le Koweït achetait aux États-Unis, non pas au nom de la loi du marché, mais au nom du fait qu'il avait une dette vis-à-vis des États-Unis qui l'ont protégé contre Saddam. Et d'ailleurs, à ce sujet, Mitterrand s'est mordu les doigts parce qu'il se demandait pourquoi il avait contribué à intervenir. Ça a été une longue controverse. Donc, je ferme la parenthèse. Vous voyez que cette notion d'irrationalité qui défie les lois du marché, elle peut exister également dans les rapports internationaux modernes. Donc, illustration ici sur les sociétés antiques archaïques, mais aussi sur ce qui se passe dans le monde contemporain, aussi bien au niveau des marchés locaux qu'au niveau des échanges internationaux. Il y a également, en ce qui concerne le contexte et les débats qui ont cours, pour donner son importance à l'institution socioculturelle
qui n'a rien à voir avec la loi du marché, l'économie politique et qualité, les résurgences dans le monde contemporain sur cette notion d'État, l'État hegelien, l'État abstrait que Hegel a défini comme étant l'État rationnel, tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Cet État abstrait hegelien, qui était en quelque sorte le parangon de l'État moderne, de l'État capitaliste moderne, va commencer à prendre quelques rides. On assiste, à partir de la fin du XXe siècle, à un espace de retour au charisme. L'état abstrait, l'état rationnel, au sens weberien, va poser quelques problèmes, notamment aux jeunes générations, qui se sentent comme orphelins de ne pas retrouver le père charismatique qui a incarné le pouvoir. Hein. Les pouvoirs étaient très souvent incarnés par des pères charismatiques. On avait toujours besoin d'un espèce de vieux barbu, un espèce de père spirituel qui dirige. Et cela, on l'a constaté à une certaine époque. On revient en quelque sorte à l'état patrimonial décrit par Weber, comme si l'état abstrait devenait quelque chose d'ennuyeux. Et d'ailleurs, le général de Gaulle a joué ce rôle de père spirituel. D'abord parce qu'il était le sauveur, considéré comme le sauveur de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ce privilège de l'homme protecteur, du père protecteur de la France, il lui a servi quand il a repris le poil de la bête pendant la guerre d'Algérie. Hein. Donc quand il a pris le pouvoir en 1958, il a pris en dépit de toute règle constitutionnelle. Hein. C'était presque une sorte de dictature, mais en ménageant les formes, parce qu'il y a eu un espèce de consensus qui a été celui à la fois de la gauche, de toutes les tendances politiques. Donc le retour au charisme, le retour au père charismatique. D'ailleurs, aujourd'hui, la France est orpheline d'un père charismatique, parce que Macron, il était peut-être un privilège des dieux quand on a dit maintenant on va opter pour la jeunesse, et on s'est rendu compte que ça ne marche pas. On a besoin de quelqu'un qui puisse convaincre par une sorte de primogéniture qu'il n'a malheureusement pas. Mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Donc vous voyez qu'on revient à des considérations anthropologiques, culturelles, institutionnelles, et qui viennent se perturber la règle sacro-sainte de la rationalité marchande. Et donc, on retourne un peu, le retour à la sociologie identitaire, au retour au millénarisme, etc. Alors, ce préambule nous permet d'entrer de plein pied dans l'œuvre de Karl Polanyi, qui est un anthropologue économiste, qui est originaire lui aussi des pays de l'Est, et qui a quitté l'Europe de l'Est après la révolution bolchevique, comme d'autres, hein, comme Sorokin, comme Gurvitch, le fondateur de la sociologie contemporaine en France. Tout ça, c'est le produit de la culture russo-soviétique, en quelque sorte. Et il a écrit un ouvrage fort remarqué qui s'appelle « Les systèmes économiques dans l'histoire et dans les théories », qui a été traduit en 1957 et édité par Larousse Université, avec une traduction en français de Claude et Dany Rivière et avec une préface de Maurice Godelier. Alors, la question posée par Karl Polanyi consiste à dire la chose suivante: les théories développées depuis le XIXe siècle sur le fonctionnement de la société capitaliste peuvent-elles rendre compte du fonctionnement des sociétés antiques? Cette question est posée parce qu'il y a une opinion admise
par les théories libérales, comme celle de Rostov par exemple, qui consiste à dire qu'il y a toujours eu marché. Il y a toujours eu une loi du marché, depuis toujours. Alors évidemment, Karl Polanyi va s'interposer pour dire que la loi du marché n'a jamais été régulatrice de la société que depuis une période récente, c'est-à-dire, on peut dire, à partir du milieu du XIXe siècle, par exemple. Et cette question est posée un siècle après Marx lui-même, dans Critique de l'économie politique. Il a posé cette question et évidemment il a répondu par la négative puisque le marché n'existe que depuis l'avènement du capitalisme sous sa forme industrielle. D'ailleurs, plus que sous sa forme marchande, parce qu'il y a eu d'abord un capitalisme marchand qui a commencé pratiquement dès le milieu du XVIe, début du XVIIe siècle. Alors, donc, premier postulat de Karl Polanyi, le marché n'est régulateur des sociétés que depuis le XIXe. De là, une définition de l'économique. Il définit l'économique. Qu'est-ce que l'économique? Je cite sa citation. L'économique, c'est un procès constitutionnalisé d'interaction entre l'homme et son environnement, cette interaction lui fournissant de façon continue les moyens matériels de satisfaire ses besoins. Je reprends. Procès institutionnalisé d'interaction entre l'homme et son environnement, cette interaction lui fournissant de façon continue les moyens matériels de satisfaire ses besoins. D'où, chez Karl Polanyi, la notion d'encastrement de l'économie. L'économie encastrée par l'institution. Quand on dit l'institution, institution culturelle, institution religieuse, institution... Alors, quels sont les principes de sa doctrine? Premier postulat, dans les sociétés antiques, le procès économique est encastré par l'institution, on vient de le dire. Alors, quels sont ces types institutionnels? Alors, il y a trois types chez lui. Trois types. Le premier type, c'est ce qu'il appelle principe de réciprocité. Nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, les segments réciproques, c'est le potlatch, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'échange dont on peut dire que c'est un échange égal. Ou du moins, si c'est considéré comme un échange égal, il est considéré comme égal dans la représentation subjective des personnes concernées ou des groupes concernés. Deuxièmement, les échanges qui se font dans le cadre des groupes de parenté. Là, il faut renvoyer à Claude Lévi-Strauss, par exemple. Ce sont les fratries, des organisations dualistes. Claude Lévi-Strauss parle des organisations dualistes qui sont toujours constitutives de la société locale. Ces organisations dualistes relèvent de ce qu'on appelle les échanges, les sociétés exogamiques. Exogamiques par rapport à endogamiques. L'endogamie, c'est les groupes qui se marient entre eux, à l'intérieur de la tribu, ou de la fraction des tribus. L'endogamie. Un peu ce qui s'est passé, par exemple, dans les sociétés mozabites. Ça a beaucoup évolué depuis. L'exogamie, c'est l'inverse. C'est privilégier l'échange matrimonial avec le groupe voisin. Et d'après les théoriciens, l'ethnologie, etc., ce choix de passage de l'endogamie à l'exogamie a correspondu historiquement à la nécessité de renforcer la asabiya, pour reprendre l'expression d'Ibn Khaldoun. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un échange avec le groupe voisin, on est plus fort pour faire face à l'ennemi extérieur. On est dans des théories segmentaires. La théorie segmentaire, c'est moi contre mon frère. On connaît l'histoire biblique de Caïn et d'Abel. Caïn et Abel. Caïn qui a tué Abel. Vous connaissez l'histoire biblique. Et puis moi, mon frère contre mon cousin. Moi, mon frère, mon cousin contre mon voisin.
moi, mon frère, mon cousin, mon voisin contre, etc., etc. Donc on est ici dans des cercles concentriques de plus en plus larges. C'est ce qu'on appelle le principe de segmentarité. Donc, principe de parenté, les échanges à l'intérieur de la sphère communautaire. Et puis, troisième type de réciprocité, c'est les groupes sociaux ou ordres religieux, les sectes. Nous avons eu dans notre histoire les softs et les lefts, donc des groupes religieux plus ou moins confrériques qui ont des relations privilégiées d'échange et qui défient toute règle du marché. Alors ça, c'est le principe de réciprocité, où on a affaire à un échange, disons, équilibré, égal, entre guillemets. Il faut mettre égal entre guillemets. Parce que quand on dit égal, on se réfère toujours à la théorie économique, parce que l'égalité se mesure. Deuxième type institutionnel qui régissait l'échange des marchandises et des biens, c'est le principe redistributif. C'est-à-dire l'appropriation par un centre politico-militaire qui monopolisait l'ensemble des biens à l'intérieur de l'empire ou de l'État-nation, etc., ou de la cité, et qui va redistribuer. C'est ce que la forme achevée de ce phénomène, c'est la redistribution soviétique. C'est-à-dire, c'est l'époque du stakhanovisme, où l'État redistribue sous forme de salaires et qui sont planifiés en fonction des besoins. Parce que dans le comment dirais-je, le socialisme stalinien, on considérait que le salaire était calculé en fonction de la reproduction de la force de travail. Qu'est-ce que c'est que la reproduction de la force de travail? C'est-à-dire se reproduire physiquement, physiologiquement. Vous avez besoin des X heures de sommeil, d'une certaine quantité de nourriture. Donc il y avait une espèce de prétention à vouloir planifier ce besoin de reconstitution physiologique qui était très discutable, parce que qu'est-ce que c'est que le besoin? Vous savez, c'est un problème complexe, mais on avait la prétention de planifier, y compris ce dont vous avez besoin pour vous reproduire et pour pouvoir de nouveau satisfaire aux conditions de travail auxquelles vous êtes soumis. Alors, ce principe de redistribution ne concerne pas que le monde du socialisme soviétique que je viens d'évoquer, mais concerne d'autres formes que Marx avait dénommées modes de production asiatiques, c'est-à-dire les formes qui sont tout à fait différentes du féodalisme ouest-européen, qu'on retrouve dans les pays d'Asie, mode de production asiatique. Autrement dit, nous avions affaire à des États hyper centralisés, un peu comme l'État pharaonique, l'Égypte des pharaons. Il y avait une centralisation du pouvoir et une redistribution à la fois des biens matériels et des biens symboliques. On redistribuait du symbolique, etc. Il n'y avait pas libre circulation des produits. On retrouve ça dans des formes asiatiques rencontrées dans l'Inde, etc. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment qui étaient des travaux de Kerensky, Malenkov, etc. Enfin, un certain nombre d'historiens qui ont travaillé sur ça. D'ailleurs, un historien relativement contemporain qui a repris le concept de mode de production asiatique pour le transformer en despotisme oriental. Oui, alors le terme de despotisme oriental nous vient de Montesquieu, qui va surtout qualifier de despotisme oriental le système ottoman. Le système ottoman, la fin de l'Empire ottoman correspond à la période de Montesquieu, puisque Montesquieu est du XVIIIe siècle. Donc il a beaucoup glosé sur le système ottoman comme étant en quelque sorte le parangon de ce qu'il appelle le despotisme oriental. Mais en fait, d'autres ethnologues, historiens, sociologues ont élargi le concept à tout ce qui relevait de l'Inde, notamment des Moghols, à l'époque moghole, de l'Égypte pharaonique, etc., etc.
il y avait un auteur plus récent qui a repris le terme de despotisme oriental, le nom de l'auteur m'échappe, j'en suis navré. Il a voulu tout simplement montrer que l'Union soviétique constitue un retour au despotisme oriental. Il y a ici une sorte de déterminisme dans cette notion de despotisme oriental, dans la mesure où, pour cet auteur, il y a un déterminisme d'abord écologique, parce que le despotisme oriental se trouve dans les pays où il y a rareté de l'eau et où la gestion de cette rareté est forcément inégalitaire. Seuls les privilégiés, ceux qui ont le pouvoir, vont détenir cette ressource et vont en quelque sorte la redistribuer suivant leur bon vouloir, suivant les mérites et démérites des uns et des autres. Cette vision déterministe du despotisme oriental, qui serait en quelque sorte la traduction des écosystèmes arides, je l'ai critiqué dans mes travaux de recherche en montrant par exemple que dans un pays comme la Bolivie, le plateau bolivien, il y a eu des travaux de Randless et Cartier, séminaires, qui ont organisé des séminaires à l'école pratique de hautes études en 75-76, séminaires auxquels j'avais participé à l'époque. Il montrait que dans le plateau bolivien, il y avait le village de Chipaya, où on procédait par dérivation et de drainage d'eau qui envahissait les parcelles, et que tout le travail massif qui était dévolu aux catégories subalternes, c'est-à-dire pratiquement des serfs, des serviles, des travailleurs serviles, passaient leur temps à dévier l'eau pour ne pas envahir les terres et pour permettre à ces terres de produire du riz. Autrement dit, la quantité abondante de l'eau, elle peut produire le même servage que la rareté. Autrement dit, la rareté ou l'abondance de l'eau ne sont pas la clé de définition du despotisme. Donc cette vision déterministe je cherche le nom de cet auteur, ça me reviendra, et n'est pas du tout vérifié. Alors nous passons de la redistribution au troisième type que nous explique Karl Polanyi, c'est le type échange. Donc nous avons eu le principe de réciprocité, principe redistributif, principe d'échange. Alors, l'échange préfigure l'échange marchand, il le préfigure, mais il ne se coïncide pas avec l'échange. C'est l'espace localisé. Donc vous avez des marchés localisés. Très souvent, c'est le marché du cabotage. Hein. On voit des tel groupe qui va soit par la voie terrestre, soit par la voie marine, souvent par la voie marine quand la navigation est possible. On va faire du cabotage, on s'arrête de rivage en rivage pour vendre des produits. Donc on est ici dans un rapport de contiguïté, de proximité. On est dans un marché non pas généralisé, mais un marché local, restreint, marché restreint. Et là, bon, le prix des marchandises échangées, il est tout à fait singulier. Il ne répond pas à la règle du marché, mais il répond à des circonstances qui peuvent changer d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, etc. Voilà. Donc, pour Karl Polanyi, ces trois principes, réciprocité, redistribution, échange, qualifient ce qu'il appelle l'économie encastrée. L'économie encastrée par l'institutionnel. Alors, il y a une articulation possible de ces trois types, mais avec toujours un type dominant. C'est-à-dire, on peut retrouver dans certaines sociétés antiques les trois choses, les trois types, mais il y a un type qui domine les autres. Alors, il y a quelques remarques qui sont faites par Maurice Godelier, qui a préfacé le livre de Karl Polanyi, qui dit que ces types institutionnels supposent l'existence de rapports sociaux déterminés, que Karl Polanyi n'existe pas. Par exemple, la réciprocité, elle donne le fondement du pouvoir. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a toujours, dans un temps T, un dominant et un dominé, un créditeur et un débiteur. Or, ce temps peut durer longtemps. Vous pouvez ne pas rembourser votre dette pendant X temps.
ça peut durer des mois et des lustres. D'ailleurs, dans notre droit coutumier algérien, et qui a continué d'ailleurs même pendant la période coloniale, il y a ce qu'on appelle le rahniya. On appelle ça des crèses ou des anticrèses. Hein. C'est-à-dire que j'ai besoin de marier mon fils ou d'acheter un cheval pour faire la fantasia. Très souvent, il y avait des dépenses de prestige, hein, qui faisaient partie des règles coutumières. Hein, et je vais mettre en nantissement une partie de ma terre à mon voisin. Mais comme l'intérêt est interdit dans notre droit musulman, la riba est interdite, il va occuper cette terre jusqu'à remboursement. C'est ce qu'on appelle une rahniya ou une crèse ou une anticrèse. Enfin, ça dépend des contextes. Or, il se trouve que tant que la somme n'a pas été remboursée, le créancier occupe sa terre qu'il exploite. Pour la petite histoire, à l'époque de la révolution agraire, lorsqu'on est parvenu à la deuxième phase de la révolution agraire, c'est-à-dire la première phase, c'était les tsabarro', les gens qui avaient des terres, qui les ont données. Il y avait d'ailleurs pendant des jours et des mois à la radio, à la télévision, un tel a donné fidon de sa terre, etc. Beaucoup ont donné des rochers et des terrains cultes, mais enfin, peu importe. Et puis ensuite, on est arrivé à la deuxième phase, qui consistait d'une part à attribuer les terres communales qui appartenaient aux communes. Les terres communales ont été créées par la France coloniale et qui ont continué. Et puis, on a commencé à investiguer dans le secteur privé, celui qui a plus que la fourchette. Par exemple, dans une zone irriguée, la fourchette est de 5 hectares. Avec 5 hectares, vous pouvez vivre. On a défini un revenu type, hein, je crois que c'était 3000 dinars par an, quelque chose comme ça. Donc c'était 5 hectares pour des terres irriguées, c'était, mettons, 15 pour des terres non irriguées, etc. Donc il y avait des quotas qui étaient établis par des experts agronomes, en vertu desquels, pendant l'enquête, on allait chez les gens, on enquêtait sur leur patrimoine. Ça, c'est pour les gens qu'on limitait. Mais il y avait des gens qu'on a nationalisés. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que des gens qui avaient un titre de propriété, mais qui ne disposaient pas de leurs terres, parce qu'elles étaient rahniyées, elles faisaient l'objet d'une rahniya au profit du propriétaire voisin, elles étaient considérées comme des terres non cultivées, des terres abandonnées. C'est-à-dire les enquêteurs qui étaient jeunes et inexpérimentés, ils ont confondu le fait de ne pas cultiver sa terre, qu'ils appelaient les cultivateurs absentéistes, avec le fait qu'il y avait une rahniya, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas exploiter leur terre pour des raisons que je viens d'évoquer. Et ces cas étaient nombreux. Et il y a eu beaucoup d'injustices qui ont été commises à ce titre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des formes juridiques selon lesquelles on peut emprunter une somme pour des raisons précises, engageant sa terre. Alors, ce que je dis là montre que la notion de réciprocité est une notion qui est complexe parce qu'elle présuppose toujours un ordre social donné. La réciprocité ne se fait pas sous un ciel serein. Hein. Soit on est dans un contexte de féodalisme, soit on est dans un contexte de société dite marchande, etc. Mais la réciprocité n'exclut pas qu'il y a un type de pouvoir. Parce que même dans le potlatch, il y a du don et du contre-don, mais il y a aussi du pouvoir. Parce que celui qui a le privilège du don, il détient un pouvoir. Bourdieu, d'ailleurs, il a repris le concept de don et de contre-don en invoquant la notion du pouvoir, même si c'est un pouvoir qui est alternatif. D'où la dissymétrie, et non pas la symétrie.
la notion de symétrie n'est pas vérifiable, parce qu'il y a toujours une dissymétrie quand on essaye de disséquer le processus. Alors, ceci pour la réciprocité. Maintenant, pour la redistribution, là aussi, on est obligé de passer de la diachronie à la synchronie. C'est-à-dire, il faudrait voir, dans la durée, comment cette redistribution fonctionne. Par exemple, la redistribution peut passer, peut articuler à la fois des biens matériels et des biens symboliques. Par exemple, il y a les modalités de la redistribution peuvent être des modalités à socialisation religieuse. Par exemple, dans la forme féodale, il y avait prépondérance du symbolique et situation inverse du matériel. Hein? Je disais tout à l'heure à propos de ce paysan Hartani qui risquait d'aller à l'enfer s'il quittait son maître, on est dans l'ordre du symbolique. Maintenant, le matériel dont il disposait, quand il arrivait à ne pas crever de faim, pour ne pas dire autre chose. Donc le matériel était rudimentaire. C'est le symbolique qui primait. Cette redistribution, elle peut relever de violence ou de socialisation de la violence. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le mode de production asiatique, la forme asiatique. Le symbolique, sacré, mais il y a aussi la redistribution matérielle. Elle peut être également relativement importante. Il y a également des stratégies d'accumulation et de transferts sociaux sur la forme collectiviste, ce qu'on appelle les formes collectivistes modernes. Le symbolique peut prendre de l'importance au détriment du matériel et vice-versa. Par exemple, dans le cas de l'Algérie, je reviendrai sur le cas de l'Algérie dans la séance finale de mon cours, du temps de la première période, la période de Ben Bella. Nous étions tous des frères. L'Algérie a vécu 7 années de guerre sanglante. Nous avons eu 1,5 million de chouhada. Le chiffre de million de shahid est devenu un slogan symbolique. Et pendant au moins les 3 premières années, sinon les 4 premières, jusqu'à l'avènement de l'époque boumedienne, le peuple algérien fonctionnait dans le symbole. Hein. Nous avons enfin, notre patrimoine nous est restitué après 130 ans de colonialisme. Il y avait une part de symbolique qui était importante et les revendications matérialistes, pour autant que je sache, n'étaient pas importantes. Lorsqu'on pense qu'en 1963, toutes les familles algériennes se sont départies de leurs bijoux. Quand on a créé Sandour Tzadamoun, hein, il faut demander à vos parents. Hein, il n'y a pas une famille qui n'a pas donné un bijou pour constituer le trésor d'Algérie. On a fondu cet or pour constituer le trésor d'Algérie. C'est extraordinaire, cette forme de solidarité. On n'était pas dans une logique matérialiste, on était dans une logique du symbole patriotique, etc. Après, les choses ont changé. Nous en parlerons, le moment venu. Donc, stratégie d'accumulation ou transferts sociaux. Le nom que je cherchais tout à l'heure à propos de l'interprétation moderniste du mode de production asiatique qui applique à l'Union soviétique le terme de retour au mode de production asiatique, c'est Wittfogel. Wittfogel, je retrouve son nom, qui est un historien allemand. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Alors, il y a également la désocialisation avec la prise de conscience du travail aliéné et de sa réification nécessaire. La forme capitaliste, là aussi, la redistribution, elle peut s'apparenter à la forme capitaliste de distribution du travail et des revenus. Il y a des formes de régulation redistributive qui relèvent de formes à la fois modernes et traditionnelles. Je donne l'exemple, et c'est très intéressant, parce qu'il y a une thèse qui vient d'être soutenue à Paris sur l'architecture dans le Mzab, l'architecture dans le Mzab. Il y a une petite ville, une microcité qui a été bâtie au début des années 80
et qui s'appelle Tafilalt. Tafilalt, c'est la continuité de Ben Isgen. Les jeunes générations qui ont fait des études ailleurs, aussi bien dans le nord de l'Algérie qu'à l'étranger, ils sont revenus. À partir d'un certain moment, il y a eu un retour au pays lorsqu'on a créé la zone industrielle, à la fois la zone industrielle privée et publique après le deuxième plan quadriennal, avec le problème de décentralisation des wilayas, etc. Il y a eu un retour des cadres, des jeunes cadres du MZAB, et on a eu recours à une extension de Ben Isgen, mais sous une forme tout à fait différente. On a affaire à des espèces de petits immeubles à 3 logements. C'est ce qu'on appelle le pavillonnaire collectif. C'est-à-dire que vous avez des entrées indépendantes, comme si vous étiez chez vous, dans votre villa, mais dans un bloc compact qui comporte au moins 3 villas, 3 entrées indépendantes. C'est une forme moderne. Hein. On retrouve ça dans la nouvelle urbanisation qu'on retrouve également en France. Notamment, j'ai vu ça à Montpellier. Et l'association qui a mis en place ce système, donc elle a construit cette petite ville ex nihilo, hein, sur du roc. C'est donc Ben Isgen bis, où vont loger les nouvelles générations qui sont diplômées, qui ont travaillé, etc. J'ai fait une enquête en 2008, lorsque je conduisais l'école doctorale du CRASC à Gardaïa. On a fait donc du terrain parallèlement, et le fondateur de l'association, qui était pharmacien de profession, nous a montré, nous a visité, c'était ultra moderne. Et en même temps, ça correspondait aux mœurs de la jeunesse, qui n'a rien à voir avec la maison mozabite classique, avec Ostotar, etc., etc. Mais ce qu'il y avait de traditionnel, ce n'est pas la maison, c'est l'esprit dans lequel cette cité a été construite. Vous savez que ces maisons, ces villas-appartements qui faisaient autour de 200 mètres carrés quand même, ultra modernes, elles revenaient autour de 2 à 3 millions de dinars, c'est-à-dire même pas le prix d'une voiture aujourd'hui. C'est-à-dire, elles étaient obtenues au prix de revient, et même un prix de revient collectif. Quand vous construisez un ensemble, ça revient moins cher que de construire de manière individuelle. C'est-à-dire quelque chose qui était à la portée de toutes les bourses. Et là, on n'était pas dans une opération marchande, on était dans une opération qui relève du symbolique. C'est ça que je veux dire. Il arrive que l'on puisse pencher pour une politique de redistribution qui ne relève pas de la logique marchande et qui relève du symbolique, parce qu'on avait besoin d'intégrer ces jeunes générations dont on avait besoin pour gérer cette zone industrielle nouvelle et pour exclure en quelque sorte des intrus, entre guillemets, mais ça, c'est un problème que je ne veux pas évoquer, on en parlera peut-être à une autre occasion. Donc vous voyez que la notion de redistribution est une notion qui peut s'apparenter à des contextes sociaux, politiques et économiques tout à fait différents. Claire Polanyi, il a analysé ces types de manière horizontale. Voilà. Alors, on peut faire une petite critique générale de la thèse de Karl Polanyi. Première critique, c'est il a fait une abstraction formelle à partir de socialisation empirique, de situation empirique. Souvent, la démonstration est un peu tautologique. Quand on dit tautologique, c'est-à-dire définir quelque chose par son semblable. Exemple, Samir Amin parlant du mode de production tributaire. Tributaire, ce n'est pas la tribu, mais le tribut. Le tribut au sens d'impôt, en fait, au sens de fiscalité matérielle. Les sociétés tributaires, elles ont parcouru le monde entier, mais malheureusement, en dépit de toute l'admiration que j'ai pour Samir Amin, que j'ai eu l'honneur de connaître, pour son œuvre gigantesque sur l'économie du tiers-monde et sur les rapports Nord-Sud, bon, le concept qu'il a émis sur les modes de production tributaires est une tautologie parce qu'elle ne nous donne pas de précision sur les différentes formes de formes tributaires. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle une tautologie.
Alors, en ce qui concerne l'échange, ben, c'est la même chose. Le problème de l'échange pose la question de la monnaie, la rétribution en monnaie. Et souvent, on a fétichisé la monnaie, au sens où Marx parle de la fétichisation de la monnaie qui est en quelque sorte la contrepartie de la marchandise, sauf que la monnaie n'a pas joué toujours un rôle marchand au sens où on l'entend l'économie politique moderne, c'est-à-dire l'État non monétaire. Par exemple, la fétichisation de la monnaie peut être pré-marchande. On peut parler à ce moment-là de monétisation et non pas de monétarisation. Je donne un exemple. Quand j'ai travaillé sur le TWAT, à partir du début des années 70, j'ai assisté à une période où l'OFLA, l'Office national des fruits et légumes, qui dépendait du ministère de l'Agriculture, l'OFLA a introduit la culture des tomates à un moment où les tomates poussaient très mal dans le nord du pays. La moitié des tomates étaient pourries et elles coûtaient cher pour la ménagère du Nord. Ils ont introduit la tomate dans les écosystèmes oasiens parce qu'elles étaient mieux réussies sur le plan agronomique et pédologique et parce qu'elles revenaient moins cher. Lorsqu'on a demandé aux Haratin, avec la bénédiction de leurs propriétaires, de cultiver des tomates, là où ils ont toujours cultivé autre chose, entre autres des céréales, de l'orge ou d'autres spéculations, mais la tomate n'était pas spécialisée dans le sud, dans les Touat en Louka. Ils ont introduit les tomates en promettant à cette société rurale de la payer en monnaie. Donc l'introduction de la monnaie dans l'économie oasienne est une nouveauté, parce que c'est une société qui a toujours fonctionné dans l'échange de troc. Depuis toujours, les Oasiens, ils vendaient leurs dattes contre de la viande. Il y avait même une mercuriale qui disait combien faut-il vendre de dattes, de quintaux de dot pour acheter un agneau. On a des mercuriales qui datent depuis le XVe siècle sur le troc avec les pays de l'Est ou avec les pays du Sud. Donc on fonctionnait dans une économie de troc et non pas dans une économie marchande. Et là, l'OFLA a introduit la monnaie. Ils vont recevoir de l'argent contre la vente de tomates. Ces tomates étaient vendues au prix faible. Parce que quand vous avez affaire à des catégories sociales qui n'ont pas l'habitude de l'économie monétaire, tout ce que vous pouvez leur donner est considéré comme une baraka. La tomate, à l'époque, était arrachée à entre 80 centimes et 90 centimes le kilo. Sur une tonne de tomates produites dans un khsab, il y avait à peu près 600 kilos qui étaient prises, les autres étaient jetés parce que c'était des tomates calibrées. Parce que les paysans n'avaient pas l'habitude des tomates. Vous savez, les tomates, elles poussent sur des tiges. Donc la moitié de tomates étaient pourries. Ils n'avaient pas l'habitude. Donc il y avait une perte sèche. Ils étaient payés au prix à la monnaie de singe, tandis que ces tomates étaient revendues sur le marché de Marseille et de Francfort. Une partie était vendue à l'extérieur. Le Boeing partait de Reggan sur Marseille ou sur Francfort à des prix hautement spéculatifs. Ces pauvres paysans, avec cet argent, puisqu'ils ont décidé de ne plus cultiver leur blé et de le remplacer par les tomates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec cet argent, ils allaient acheter du pain. Yishri al-khubz, fsouq, ta'adrar, puisqu'ils ne pouvaient plus le produire. On n'est pas dans une logique de monétarisation, on est dans une logique de monétisation, c'est-à-dire on passe par la monnaie pour reproduire ce qui existait auparavant, c'est-à-dire l'économie d'autoconsommation. Vous voyez, les concepts, c'est très important de les définir, mais on ne peut pas les définir in abstracto. Il faut toujours le terrain, le terrain, le terrain. C'est le terrain qui vous permet de théoriser. Jamais, la théorie ne se reproduit jamais par elle-même. Si vous n'avez pas la possibilité de revenir au terrain, votre théorisation est nulle, elle ne sert strictement à rien.
Voilà donc les critiques qu'on peut faire à propos de la problématique de Karl Polanyi. Alors, donc, en conclusion, on peut dire que la dichotomie qui a résulté de l'œuvre de Polanyi entre la rationalité occidentale, c'est-à-dire celle du marché, et l'irrationalité que constitue l'institutionnel, l'encastrement, elle existe sous des formes différentes, mais elle n'explique pas les conditions exactes, spécifiques, où elle fonctionne dans chaque société donnée, qu'il s'agisse de la diachronie ou de la synchronie. Alors, en conclusion, on peut dire que Karl Polanyi a inauguré l'anthropologie économique, hein, parce que quand même c'est un ancêtre fondateur. Hein. Son œuvre a été traduite en 1957, mais son œuvre remonte quand même au début du XXe siècle. Il a été un des inaugurateurs de ce qu'on appelle l'anthropologie économique, et son mérite, c'est d'avoir relativisé la loi du marché. Il faut dire que la loi du marché ne couvre pas tout, encore des apories dans le système marchand, y compris aujourd'hui dans le monde contemporain. Alors, quand il fait des périodisations, cette périodisation a été discutable et discutée, en tout cas par Fernand Braudel, entre autres, qui est un grand historien, qui, lui, est très sensible à la différence entre l'Europe continentale, ce qui s'est passé dans l'Europe continentale, avec l'histoire du féodalisme, etc., et la Méditerranée, parce que Fernand Braudel est un grand spécialiste de l'ère méditerranéenne. Autrement dit, l'ère méditerranéenne pose des problèmes particuliers, parce que l'ère méditerranéenne permet de mettre un accent particulier sur l'espace marchand côtier, le cabotage, et nous avons connu ça depuis l'époque phénicienne, les phénomènes de l'échange qui s'est fait sur tout le long de la Méditerranée, aussi bien la Méditerranée méridionale qu'à la Méditerranée occidentale, chose que nous allons voir lorsque nous allons aborder la leçon suivante sur l'échange marchand dans le monde musulman. Je vous remercie.